ferme. C'est le signal. On peut commencer cette série, enfin ce dialogue qui va s'entamer, s'intitule précisément Envie en dialogue, ça tombe bien. Il va débuter tout de suite avec mademoiselle Monika Moravska, qui est enseignante à l'Académie des Beaux-Arts à Varsovie et qui prépare une thèse sur le thème de la chair chez Michel. Avant tout, je voudrais vous remercier pour la possibilité d'être ici, pour cette invitation, bien sûr, pour avoir la possibilité d'apprendre beaucoup. Mon exposé est intitulé L'apparaître imprévisible, le phénomène originaire chez Michel Henry et Henri Maldinet, pour comprendre mieux l'un et l'autre, et plus dans les perspectives dont monsieur le professeur Jean-François Sebin a parlé. Oh, pardon. Alors, bien sûr, l'un et l'autre se retrouvent dans cette partie de la post-phénoménologie plutôt acosmique, mais comme on a été déjà dit, cette perspective à propos de Henri Maldinet n'est pas tellement claire, n'est-ce pas? Il y a toujours honte. Alors, pour commencer, Michel Henry et Henri Maldinet sont tous deux des phénoménologues qui ont créé une conception phénoménologique assez radicale et en même temps hérétique, entre guillemets, comme le disait Paul Ricoeur à propos de la phénoménologie française ou de la post-phénoménologie française. Si la comparaison de ces deux pensées s'avère tellement fascinante, c'est parce qu'on peut y trouver quelques éléments identiques malgré l'opposition absolue de leurs catégories primaires. Pour Henri, c'est la vie qui compte. Pour Maldinet, c'est le monde, mais bien sûr, c'est aussi une sorte de catégorie assez complexe dans ses pensées, et l'ouvert, tellement déprécié par Michel Henry. Cependant, le point de départ de ici la catégorie de l'apparaître, qui est cruciale et envisagée par ces deux penseurs comme strictement primaire. En effet, tous deux cherchent ce qui est originaire. Ils cherchent l'essence de la manifestation. Mon projet est donc de trouver de quelle manière ce qui exactement est ou peut être interprété en tant qu'imprévisible chez l'un et l'autre. À cause du temps limité qui nous est donné, parce que je vois que le temps est... à cause du temps limité qui nous est donné, nous allons nous insister à signaler les problèmes sans essayer de les résoudre in fine. La philosophie de Heidegger est sans doute un des points de départ des deux philosophes dont on va parler. Et le point de départ n'est pas un point qui pourrait être qualifié en tant que point d'arrivée. La philosophie d'Heidegger est critiquée d'une manière très profonde par Henry, mais maintenant elle reste une grande source d'inspiration pour lui, et en même temps elle devient l'inspiration, mais pas son sens critique pour Maldinet. C'est pourquoi tous les deux mentionnent le paragraphe 7, mentionné ici hier, le paragraphe 7 des Einenzeit. C'est dans ce paragraphe dans la phénoménologie, il s'agit du comment, entre guillemets, de la mise en lumière et du mode de traitement d'essai qui doit être traité. Or, la phénoménologie est un discours de type apophantique, c'est-à-dire qu'elle fait voir à partir de lui-même ce qui se montre d'elle, qui se montre à partir de lui-même. Il faut aussi ajouter que dans cette perspective, le phénomène peut se montrer en tant que non découvert ou obstrué. D'où la phrase de Heidegger qui sera tellement essentielle pour Henri et Maldinet, aussi bien que pour toute la phénoménologie et post-phénoménologie française. Autant d'apparaître, autant d'être. La vocation de la phénoménologie est donc fondamentalement de rendre compte de l'être du phénomène à partir de sa donation. C'est pourquoi, comme le dit Philippe Grossos en citant Heidegger, il s'agit de la phénoménologie de l'inapparent.
C'est tout à fait caractéristique de ces fonds dans leur propre conception de la phénoménologie, Henri et Maldini. Pas seulement les tons, mais aussi l'être se subordonne à l'apparaître. Sa structure s'avère quand même complètement différente chez l'un et chez l'autre. Dans cette perspective, il faut souligner que pour Henri, il y a une sorte de dualité de l'apparaître. Aussi est-il possible de donner deux descriptions phénoménologiques radicalement différentes de l'apparaître. Ce qui nous apparaît dans le monde, c'est-à-dire ce qui est saisi dans le schéma noético-noématique, et qui est secondaire, peut être également et intégralement décrit tel qu'il apparaît dans son apparaître primaire et originel, c'est-à-dire dans la vie. Cependant, il n'y a pas deux processus liés à l'apparaître, mais un seul, celui de notre corporalité charnelle. C'est un processus qui nous apparaît d'une autre manière, se découvrant alors à nous, donc l'au dehors du monde, sous la forme d'un processus objectif. Les distinctions saisies en notre chair immanente fondent les distinctions qui régissent le monde. Nous pourrions donc constater que dans la phénoménologie henrienne, notre corporalité originaire apparaît comme une structure complexe et purement phénoménologique dans laquelle il faut distinguer la chair comme réalité originaire, le corps organique et le corps physique. La frontière qui divise ces sphères est notre peau. C'est la frontière entre les processus propres à la vie et ces mêmes processus dans l'extériorité. Bref, c'est la vie incarnée dans notre chair qui se manifeste d'une manière originelle, qui se révèle simplement. C'est la vie qui devient le phénomène originaire, mais invisible. Ce qui est important ici est le fait que Henri dit qu'à son début, tout art est sacré. Son souci exclusif, c'est le surnaturel. L'art devient donc une dimension strictement privilégiée. Pour Maldini, l'apparaître se révèle aussi dans l'art. L'apparaître en général est expliqué par le prisme de l'apparaître artistique. L'apparition d'une œuvre est une ouverture qui l'appelle. Les impulsions rythmiques de son surgissement, dit Maldini, décrivent la courbure et la texture de tous espaces qui s'espacient, comme le dit Maldini lui-même, au rythme de cette apparition qui le met. L'apparition d'une œuvre nous arrache à l'oubli, contrairement à la perception, conduisant à nous perdre dans l'objet. L'art nous dévoile un niveau d'existence réelle, autant qu'imprévisible, dit Maldini. Pourquoi Maldini se sert-il lui-même de ces mots imprévisibles? Parce que devant une œuvre d'art, il faut être profondément surpris. En présence de certaines œuvres irréconciliablement réelles, on existe dans la surprise. La vie chez Michel Henry, qui est dévoilée dans l'art, peut être aussi imprévisible, bien que le philosophe lui-même, Michel Henry, n'utilise pas cette expression. La vie qui est la base de la subjectivité, ou, autrement dit, la subjectivité est jetée, entre guillemets bien sûr parce que c'est une notion plutôt heideggerienne, la subjectivité est jetée dans la vie, reste toujours incarnée, mais en même temps elle s'avère une dimension transcendantale qui doit rester imprévisible. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous donnons à nous-mêmes la vie, c'est elle qui est nous donnée. Dans la phénoménologie de Henry, notre corporéité est donc un ensemble très complexe, mais ce qui permet dans cette structure de sentir, de créer de l'art et finalement de vivre, c'est la chair vivante. La corporéité qui peint, c'est dans cette conception henrienne, la chair éprouvant la vie et son intensification. La chair est la vie. Elle exprime cette vie dans l'activité artistique et le spectateur est capable de sentir la vie et sa force éternelle qui n'est pas identifiée ici aux états de l'âme de l'artiste. Ce qui est présenté sur la toile, ce ne sont pas des états psychiques, c'est-à-dire empiriques d'une personne, mais les pathos de la vie, une dimension transcendantale de la subjectivité, l'affectivité comme telle. C'est possible car la vie est en même temps individuelle. Elle est toujours la mienne et appartient toujours aussi aux autres. De même, l'être humain oscille sans cesse entre la vie et le monde. On a un corps visible, mais on est chair qui reste invisible. Elle est toujours la mienne.
et appartient toujours aussi, excusez-moi. Notre rapport avec une œuvre d'art oscille aussi. Entre ce qui est visible et invisible. Le spectateur, qui est toujours individualité quelconque, reste au monde et perçoit un tableau. Mais il y a parallèlement la possibilité d'éprouver le thème initial de l'art, qui est la vie. Le phénomène originaire est donc chez Henri et Maldinet lié à l'art. La peinture n'est pas pour eux une représentation quelconque de la réalité, mais dévoile ce qu'est la réalité elle-même, c'est-à-dire non une totalité des faits, mais c'est ce qui est en deçà du monde et de ses objets. C'est la pure phénoménalité qui, pour Maldinet, est un dévoilement de l'existence. Pour Henri, la révélation de la vie de la subjectivité. Il faut souligner que pour les deux philosophes, il n'y a pas d'histoire de l'art, ce qui veut dire qu'une œuvre reste unique à condition qu'elle puisse dévoiler sa dimension originaire. Selon Henri, l'art rend possible l'impossible. Il n'hésite pas à écrire, Michel Henry n'hésite pas à écrire, que c'est l'art qui est la résurrection de la vie éternelle, ce qui signifie que le statut de l'art, et en particulier la peinture, est exceptionnel. De ce point de vue qui est henrien, l'art nous permet de voir l'invisible, de révéler la vie de la chair, de révéler notre capacité d'aimer, de souffrir, de désirer ou de sentir en général. De plus, selon Henri et Maldinet, la peinture est toujours abstraite. Pour Henri, elle est comme telle, puisque dans l'art pictural, il s'agit des couleurs et des formes qui expriment la vie, pas d'un contenu, une histoire racontée sur la toile. Les fameuses compositions, comme par exemple le retable d'Isenheim de Grunewald, ne représentent pas la vie. Il nous la donne à sentir, comme le dit Michel Henry. Il nous la donne à sentir en nous, là où elle sommeille depuis toujours. L'art abstrait, qui n'est pas compris ici comme épisode de l'histoire de l'art, ne copie donc pas la réalité, mais il exprime son essence en s'enracinant dans le pathos de la vie invisible lié à la passivité originaire de la chair de chacun de nous. Pour Maldinet, l'art fait la même chose. Il rend possible l'impossible. Il dévoile l'invisible au-delà de la représentation. Cependant, l'art abstrait dans la phénoménologie de Maldinet se fonde sur des bases différentes. Selon Maldinet, la peinture est abstraite car nous pouvons nous abstraire du monde, nous extraire de la vie quotidienne afin d'ouvrir un espace de vide à partir de quoi quelque chose d'autre peut apparaître. L'expérience de l'œuvre d'art est liée à l'altérité radicale, selon Maldinet. C'est un insondable abîme qui creuse et sous-tend de notre présence au monde, sa précarité, sa vulnérabilité. Une œuvre d'art brise l'opposition de l'intériorité et l'extériorité. Chez Maldinet, l'apparaître d'une œuvre d'art abolit le partage. Chez Henri, il les rend explicites. Chez l'un et l'autre, l'art n'est pas seulement abstrait, mais il est aussi toujours contemporain à nous-mêmes. Ces deux philosophes pensent l'art au présent. Pour l'entendre, il faut être contemporain de l'œuvre. Tout art véritable est contemporain. Il n'y a pas d'œuvre du passé qui ne puisse être simultanément des œuvres du présent. Pour ces deux philosophes, une œuvre dépasse la dimension temporelle particulièrement extatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déployée dans trois temps, passé, présent ou futur. Pour Maldinet, elle n'appartient pas à un passé ou à un présent historique, mais à un passé absolu, un temps pour lequel la distinction du passé et du présent ne signifie rien. Un temps non soumis à la succession, un temps non entamé par la dégradation, ni rongé par le néant, ni saturé par l'être, un temps intermédiaire, comme les caractérise Maldinet. Pour mentionner seulement chez Henri, le temps d'une œuvre est plutôt celui de l'impression originaire et éternelle. Le présent, sans rétention ou protension. La tête de la comète sans sa queue, dont parle Husserl dans Leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Malgré ces différences, ils ont saisi
ils ont ceci de commun que pour tous les deux, au moment où la présence d'une œuvre s'objective, celle-ci se déréalise en représentation. L'épreuve d'une œuvre excède donc la dimension empirique ou ontique et elle nous mène à la dimension purement ontologique. Comme dans la conception heideggerienne. Pour trouver cette dimension, il faut voir l'œuvre telle qu'elle existe et non pas telle qu'on le voit comme quelque chose qui appartient à l'époque, au mouvement artistique hostile. C'est pourquoi Maldini n'ose pas dire qu'un des plus grands obstacles à l'art, c'est la culture. Elle est une mise en perspective, ce qui nous fait reconnaître une œuvre d'art en tant que telle, ne dépend toutefois d'aucun point de vue que l'on puisse prendre sur elle du dehors. Dans la phénoménologie de Michel Henry, nous trouvons la même description du rapport entre la culture et l'art. Sarah Brunel même souligne même que chez Maldini, la culture originaire serait aussi la culture de la vie dont parle Henry dans ses ouvrages, avant tout dans La Barbarie. Il est intéressant de mentionner que pour Maldini, ainsi que pour Henry, l'art est lié à la contre-perception et il n'est pas du tout intentionnel. On éprouve l'art au dehors des schémas noético-noématiques, on sent l'art, on ne les connaît pas. C'est pourquoi l'importance de l'abstraction augmente. Selon Henry, la peinture est contre-perception car elle dévoile une dimension transcendantale de la sensibilité et permet de rejeter l'illusion des représentations mondaines. Il faut remarquer qu'Henry est persuadé de la nécessité de libérer la problématique de la représentation de l'emprise des catégories propres à la métaphysique européenne. Il est tout à fait d'accord avec la thèse selon laquelle, dans l'ordre ontologique et épistémologique, la représentation aurait un caractère secondaire par rapport à la réalité représentée. La conception de l'art de Henry est donc plus proche de celle de Plotin que de celle de Platon. Ces premières constatent que l'art n'est pas ensemble décalage d'un modèle, une pure imitation de la nature sensible, mais fait signe vers les raisons intelligibles dont sont issues les choses naturelles. L'art nous fait voir les raisons divines qui sont à l'origine de tout ce qui existe. Maldini vise plutôt à supprimer ces divisions et à trouver une sorte de sphère l'autre. Ainsi, Maldini polémise avec la conception de l'art de Kandinsky, tellement apprécié par Henry. Selon Maldini, une œuvre d'art est fondée sur la forme. C'est une volonté des formes, comme on l'a dit à loi Riegl, citée par Maldini. C'est elle qui fonde les éléments particuliers du tableau. Points et lignes ne sont pas des éléments de surface tels qu'ils apparaissent dans la perspective sensible ordinaire, mais les tenseurs, tensions de l'espace à laquelle ils appartiennent. On peut changer des éléments, mais la forme reste toujours la même. Elle est indéplaçable et indéformable. En plus, la forme reste en incidence avec son espace. L'ouverture de l'espace n'est faite qu'un avec la genèse de la forme, dit Maldini. Pour sa part, Henry analyse des tableaux de Kandinsky qui restent pour lui un exemple parfait de l'artiste qui a libéré la toile des objets pendant que pour Maldini, c'est un artiste qui a été voué à l'échec car il était prisonnier d'un mouvement d'objectivation. Il semble extrêmement intéressant que ces deux penseurs étaient capables de tirer d'une même œuvre des conclusions contradictoires. Ils voyaient des choses complètement différentes dans les mêmes toiles. Pourquoi? Parce que leur vision de ce qui est important dans l'art est différente. Pour Maldini, c'est la forme qui reste une sorte de totalité et qui reste inchangeable. Pour Henry, les formes et les couleurs composent l'art abstrait et sont l'essence même de la peinture. C'est plutôt une submersion profonde du moi, sans aucun écart ni déchirure, qui est absolument immédiate. Henry rappelle ici une des nomenclatures de Husserl, notamment l'expérience du rouge ne consiste pas à percevoir un objet rouge, ni même la couleur rouge, mais à éprouver le pouvoir en nous, à éprouver l'impression, on pourrait dire impression, déjà mentionnée. Les impressions qui sont recherchées sont pour une matière hypertrophique qui n'est pas encore empoisonnée par l'intentionnalité, c'est-à-dire par la forme. Les formes et les couleurs nous donnent cette matière, c'est-à-dire.
Excusez-moi, un peu de tout parce que... J'ai arrêté de regarder, je voulais vous libérer. Oh oui, d'accord. Mais mon exposé est plus court, donc non, tu peux prendre un peu de temps, de mon exposé, ils vont... Sans doute. Ce qui reste pour tous les deux considérable, c'est la dimension sensible de la subjectivité. Le sujet est incarné et il dispose de la sensibilité et de l'affectivité. Celle-ci doit être comprise d'une manière particulière, c'est-à-dire transcendantale. Maldini décrit le processus où le sentir est absorbé par la perception. Il s'évanouit au profit de la visée objectivement. Ainsi, confère-t-on aux choses des significations préétablies. C'est une faute, selon Maldini. Maldini fait donc attention au sentir pour lui-même, car c'est en lui et grâce à lui qu'un existant communique originairement avec le monde. Les moi et le monde connaissent grâce à la sensibilité. Contrairement à Henri, chez Maldini, le sentir est lié au monde. La dimension de l'esthétique est importante pour Maldini, mais il faudrait dire que pour Henri, ce qui est aussi valide, c'est l'affectivité qui peut être comprise d'une part comme sorte de Befindlichkeit heideggerien et d'autre part comme une dimension de l'impression originaire. Chez Maldini, la sensibilité est proche des pré-esthétiques ou d'antéjudicative. À propos de l'art, il écrit « Sa vérité, je cite, sa vérité est ainsi purement phénoménale. Pour l'être apparent, à découvert dont la manifestation ne peut être perçue que dans sa nudité et contingence. Son essence est sa vulnérabilité. Le sentir chez Maldini serait donc plus sensible, entre guillemets bien sûr, et moins transcendantal. Néanmoins, ces mots de Thomas Mann se rapportent aux ces deux philosophes. Je cite de Thomas Mann, « Nous avons l'obligation morale de sentir. L'homme est divin dans la mesure où il est sensible. Il est la sensibilité de Dieu. Dieu l'a créé pour sentir à travers lui. » Afin de revenir au problème de l'apparaître dans la phénoménologie de Maldini, c'est manifester et se montrer en soi-même dans l'ouvert. Un phénomène apparaît en soi, chez Maldini. Il est identifié au-là de sa manifestation. C'est manifester et aussi se produire. Il se met donc en vue hors de soi dans l'ouvert. Maldini explique que le là et le hors sont les mêmes choses. Ils font un. Il s'agit ici de l'identité originaire de l'apparaître et de l'ouverture. Néanmoins, cela n'a rien à voir avec la représentation, je le répète. Il est nécessaire de dire ici que pour Henri, au contraire, l'essence de la manifestation se révèle sans distance ni écart à soi. Elle est une pure immédiation, la coïncidence absolue de soi à soi que nous pouvons éprouver dans l'affect au moment où nous sommes affectés. L'ouvert est éliminé. Maldini écrit « La phénoménalité n'est pas plus une qualité du phénomène que l'identité n'est pas qualité de l'être. Il n'y a pas de qualité à quoi le reconnaître. Il n'y a pas don de ça à partir d'où l'attendre, ni droit d'emprise qui nous donne prise sur lui. Nous existons en ouverture à lui. Nous existons cette ouverture. » La subjectivité incarnée chez Maldini et chez Henri est donc caractérisée différemment car chez le premier, elle est l'ouvert, elle est l'être, le là, tandis que chez ces dernières, elle est auto-affection sans dehors, déchirure ou distance. Sans dehors, déchirure ou distance. Qu'est-ce que c'est cette ouverture dont parle Maldini? Henri nie l'ouvert, mais pour Maldini, cette catégorie n'est ni empirique, ni transcendantale, ni cognitive. Elle est existentielle, donc phénoménologique. Elle n'est ni au dehors, ni au dedans. En outre, l'identité du là et du hors caractérise l'apparition du phénomène pur avant qu'il n'ait été constitué en pôle intentionnel. L'ouvert n'est ni concept ni métaphore, mais il a un statut intermédiaire. On ne peut que le décrire de manière négative, on pourrait mentionner comme la vie chez Michel Henry. Il s'oppose à la fermeture et il est au dehors du monde. Il est purement illocalisable, non localisé, et il est lié en même temps au Dasein, au monde et à l'art.
L'art est la transformation du vide en l'ouvert, comme le formule Maldini. Il ne peut être représenté ni explicité car il relève de l'indicible. Il n'est ni un objet empirique ni intelligible. Il précède l'histoire qui en constitue un remplissement. La philosophie a déjà pensé l'existence comme ouverture, dit Maldini, mais n'a pas pensé l'ouvert. Il écrit « L'ouvert est le « où » de ce qui a lieu d'être. Ce qui s'élève en lui, c'est cette présence d'absence à laquelle l'envisage notre transpassibilité. Il s'agit d'une déchirure dans la plénitude du monde à partir de laquelle un vide s'est fait jour. Le moment apertural est donc fondamental pour l'œuvre d'art comme la transpassibilité, c'est-à-dire l'ouverture à l'originaire. L'accueil qui précède la rencontre est la dimension fondamentale de l'existence. Chez Maldini, la révélation de l'être est une avec son ouverture où l'être éclaire à soi-même son apparition. En outre, la vraie révélation se passe à partir de rien. Le vide du monde est donc compris par Maldini comme un néant éton. L'abstraction consiste à ouvrir le vide. L'abstraction dans l'art, bien sûr. C'est un lieu sans lieu où l'être entre en apparition. C'est pourquoi le vide devient tellement important. De même, l'est-il dans les analyses des œuvres d'art. Alors, tous les philosophes cherchent l'essence de la manifestation. Cependant, pour Henri, elle peut se manifester, elle peut se révéler sans distance et extériorité, alors que pour Maldini, ce qui compte est l'ouvert. Il prend de Heidegger cette caractéristique de la subjectivité tellement critiquée par Henri. Selon Maldini, une manifestation alliée dans l'ouvert, et l'ouvert, comme nous avons dit, s'ouvre en elle sous la forme du rien. L'apparition d'une œuvre d'art comme telle s'éclaire intérieurement de la révélation de l'art en elle. C'est révélons révélé. Le sensible dans l'art s'éclaire aussi de l'émergence de l'art en lui. Sa monstration est elle-même un signe. Ce qu'il y a d'unique en elle, c'est la révélation d'être. Nous voyons donc que dans la conception de Maldini, les catégories heideggeriennes prennent une place importante. C'est l'être qui se manifeste lui-même en œuvre d'art, dimensionnellement dans la forme de son être-œuvre. Chez Henri, l'art nous dévoile une dimension ontologique qui est la vie. La question qui peut poser ici concerne la relation entre ces deux catégories cruciales, c'est-à-dire l'être et la vie. Sont-elles contradictoires, opposées l'un à l'autre, ou au contraire, pouvons-nous trouver des points communs dans leur interprétation? Au début de sa carrière, Heidegger s'est servi du mot « la vie » pour décrire ses idées, et Michel Henry, pour sa part, a utilisé la catégorie des lettres plusieurs fois, par exemple dans son premier texte « L'essence de la manifestation ». Il y a donc une sorte d'oscillation entre ces deux termes qui signifient un fond transcendantal ou une sorte de condition kantienne de la possibilité. Nous risquons la thèse selon laquelle la vie chez Michel Henry et l'être de Maldini sont très semblables. Il nous renvoie à une dimension originaire. C'est le comment de l'apparaître et son fondament. Toutefois, l'être ouvre l'ouvert, mais la vie reste fermée dans l'auto-affection. Pour conclure, après ce que nous venons de dire, si l'art est imprévisible, et ces deux philosophes seraient d'accord avec une telle conclusion, et si grâce à l'art, on a accès à l'essence de l'apparaître, cela implique aussi le fait que l'apparaître lui-même comme originaire est identifié à la vie, où l'être s'avère aussi absolument imprévisible. La vie de même que l'être dans sa donation nous surprenne. Excusez-moi, j'ai perdu une page sur Heidegger. J'ai le remarqué un peu trop tard, mais merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je voudrais dire deux choses, trois choses. Premièrement, c'était un formidable exposé.
Tu sais, moi j'ai entendu, plutôt j'ai lu ton exposé parce que moi j'ai eu le texte avec la page avec Voilà. oui, hein. Et donc moi j'étais absolument frappée par la phrase que l'artiste qui a libéré, Kandinsky, qui a libéré la toile des objets. Et ça m'a vraiment frappée parce que exactement dans l'article de Jacobson que je citais, c'est la phrase... c'est la phrase qui aussi, ils vont libérer de l'objet, ou la vider de l'objet, et il explique que ça, c'est la traite de l'art contemporain à lui, contemporain à l'époque dans laquelle Pasternak et Kandinsky et Thomas Mann, que tu as cité, ont travaillé. Et donc, la première question que je voudrais poser est peut-être cette philosophie, ça... Ils correspondent, comme dit Jacobson, à un certain forme d'art. Plutôt, c'est la philosophie d'art qui est la philosophie et d'art d'une certaine époque. Non pas de l'art en général, mais plutôt de la façon de penser qu'est-ce que c'est l'objet artistique à une certaine époque que la chose générale. Parce que bon, Thomas Mann, il y a Pasternak, il y a Kandinsky, ils sont tous vivés... C'est-à-dire, si c'est bon, votre question concerne cette question, ton question concerne si nous avons ici le point de vue concret, et ce point de vue est impliqué par le fait que ces philosophes, ces artistes, etc., appartiennent à la même époque. Non, pas les philosophes. Les philosophes ont vécu à une autre époque. Mais moi, je pense que est-ce qu'il peut-être c'est vrai, bon, qu'ils tiennent, leur intuition générale, certaines tendances artistiques qui appartenaient à une époque précise. Je pense que oui, bien sûr que c'est vrai, mais quand même à propos d'artistes, comme Kandinsky par exemple, il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire c'est l'art qui peut être interprété d'une manière variée. C'est-à-dire, pour moi, c'était extrêmement intéressant quand tu as dit que c'est vrai que Michel-Henry a interprété des toiles Kandinsky comme ça, mais par exemple, il y a aussi une interprétation extrêmement importante, par exemple pour l'historien de l'art, ou les historiens de l'art, qui traitent Kandinsky comme quelqu'un qui n'était pas capable de se libérer de l'objet. C'est-à-dire, Henri le traite comme quelqu'un qui était capable de le faire. C'est pourquoi, pour lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est la peinture par excellence abstraite et la peinture vraiment formidable. Mais il y a aussi des interprétations qui le nient, n'est-ce pas, qui disent que c'est totalement faux. Mais quand même, comme la tâche de se libérer des objets, bon, c'est vider d'objets, c'est la tâche qui est la même. Est-ce que tu penses que c'était la même tâche pour, je ne sais pas, Leonardo? À ton époque, c'est le non représentatif préconceptuel, c'est ça en gros? Oui, c'est ça, mais comme la tâche d'art. Il y a si je reviens dans le même sens peut-être que Jean-Michel, une des cibles de Maldinet, une des choses qui les mettent le plus en rogne, c'est l'art conceptuel. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus du tout de l'objet. Par exemple, dans la peinture de la Renaissance, un jour on demandait au Titien pourquoi dans le tableau sur la scène du Christ, il y avait un petit chien noir en bas à gauche. Il répond, j'avais besoin d'une tache noire à cet endroit. Donc là, on est effectivement dans l'art qui s'approche de la représentation. Mais l'art contemporain, c'est l'art qui se fait aujourd'hui, c'est pas la peinture, hein. C'est des installations, c'est le retour de l'objet, et je sais pas qu'est-ce qu'il en sera à l'avenir. Mais je pense que Maldinet et peut-être d'une certaine manière Michel-Henry sont des philosophes qui parlent de la peinture ou de la sculpture, c'est-à-dire dans le cas de Maldinet de la forme, vous avez très bien dit, de la forme en voie d'elle-même. Voilà. C'est là quelle est l'originalité. C'est-à-dire que ça renvoie quand Maldinet dit que le rythme ouvre l'espace, là on est vraiment au plus près de votre problématique.
Oui, moi, je suis d'accord aussi parce que voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je l'attends, merci, c'était vraiment bien. Sans Heidegger même. Pardon? Sans Heidegger même. Mais C'est toujours mieux quand on enlève Heidegger. je me demande aussi vraiment, est-ce que c'est vraiment une conception vraiment radicale de l'art? Est-ce que c'est pas aussi vraiment une claire préférence pour des peintres, mais même la sculpture, dans un sens où ça représente en quelque sorte une émotion, quelque chose de figé. Henri, je ne sais pas s'il parle de ça, mais je pense que c'est problématique. Et aussi, il dit dans Narrer le pathos, quand il décrit ça, je pense, que tout art réaliste, enfin, c'est pas son truc, quoi. Et l'art réaliste, même la métaphore, si on la prend pour une forme d'art, en quelque sorte, Henri est complètement contre. Donc il est contre l'imitation, en quelque sorte. Donc dans ce sens-là, il aurait une même conception de l'artiste que Platon, c'est-à-dire on fait une imitation de quelque chose d'originel, mais qui n'est pas... donc ça, c'est ma question. Et puis, ça rebondit sur ça. Je me demande si... vous avez dit, donc dans l'œuvre d'art se révèle à nous la vie, mais je me demande si j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est la même chose pour les questions de christologique. Est-ce qu'il ne faut pas, dans cette pensée-là, faire à un moment donné un leap of faith, c'est-à-dire y croire, et sinon tout le système tombe. C'est-à-dire que, non, pas tout le système, non, mais ces écrits-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est tellement radical ou est-ce que c'est profondément connoté? Moi, je pense que c'est profondément connoté. Ça part de quelques préférences de Michel Henry, mais de même aussi, ce qu'il dit dans La Barbarie, la culture de la vie. Où est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste dans les musées, dans les cloîtres, dans les abbayes, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est des moments d'excellence, en quelque sorte. Moi, j'ai un problème avec ça, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette, vraiment, la philosophie de l'art comme ça? Oui, c'est bien et belle, mais si moi, j'ai aucun intérêt pour ça, est-ce que je suis en touch avec la vie, en quelque sorte? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire, je pense que selon, pour commencer par cette dernière phrase, je pense que nous sommes toujours en contact avec la vie, c'est-à-dire nous sommes vivants. Alors, je pense que Michel Henry... Parfois, je ne suis pas d'accord avec Michel Henry, mais à propos de cela, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est une pure phénoménologie qui est capable d'écrire quelque chose qui est éprouvé par nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes vivants, alors nous sommes capables, pas voir, mais sentir la vie. Et ces descriptions de ce qui est la vie, par exemple, pour moi, sont très vivantes, c'est-à-dire, ils sont très convaincants. C'est la première chose, c'est-à-dire, pas dans les détails, mais dans une idée qui est générale. Je suis tout à fait d'accord, c'est la première chose. La deuxième chose, à propos de Platon, vous avez tout à fait raison que on peut interpréter Michel Henry par le prisme de Platon, parce qu'il critique ce qui est la représentation d'une manière assez forte. On pourrait dire que dans tous les ouvrages. Et au même temps, comme vous l'avez dit exactement, il ne critique pas, mais il montre que, par exemple, dans la peinture qui est chrétienne, par exemple. Nous avons le symbole, nous avons les couleurs des vêtements qui sont inventés par, entre guillemets, inventés, qui sont choisis par les peintres. Alors, ils n'étaient pas capables de peindre ce qui est visible, mais ce qui est invisible. C'est pourquoi ils pensent que même dans les tableaux qui sont figuratifs, entre guillemets, on pourrait trouver, comment le dire, cette vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette dimension qui est invisible. Mais il y a un petit truc, c'est-à-dire on pourrait simplement critiquer Michel Henry à propos de c'est là que si nous n'appartenons pas à la tradition quelconque, qui nous ne connaissons pas la Bible par exemple, nous ne sommes pas capables de comprendre ses œuvres. C'est-à-dire quand il commente ses œuvres,
ils se servent des notions, des catégories, du savoir qui est nécessaire pour interpréter ces œuvres. C'est-à-dire, ils ne le font pas quand quelqu'un qui ne connaisse pas la tradition, la Bible, l'iconographie, etc. Alors, c'est-à-dire qu'il faut appartenir à une certaine tradition occidentale pour comprendre quand même ou même sentir ces œuvres. Alors c'est vrai comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il parfois commente l'art figuratif comme par exemple Grunewald, mais il le fait d'une manière qui peut être critiquée parce que il ne se rapporte pas au sentiment, à la affection, mais plutôt à l'iconographie qui doit être connue pour le comprendre, pour le sentir, entre guillemets. Je suis claire? La méthodologie de Henri n'est pas installée dans le sentir. Oui. Je peux intervenir là-dessus parce que ça me fait quand même penser à ce que vous avez dit quand vous avez dit qu'il tente, en faisant ça, de se soustraire au jeu des protensions et des rétentions. Ça prouve bien ça qu'il n'y arrive pas. Et même quand il parle, vous avez cité de résurrection de la vie éternelle. L'heureux, il porte quand même la rétention en lui. C'est-à-dire que s'il y a une résurrection de la vie éternelle, on peut penser que la surrection, c'est l'auto-affection. C'est rétention. Ben oui, c'est ça. Enfin, il faut un retour. Quand même. Le tableau, il marque quand même une sorte de retour. C'est pas immédiat, quoi. Il reste quand même dans une sorte de médiateté, même s'il tente de la cacher un petit peu, de la circonscrire à certains éléments, mais je ne crois pas qu'il arrive vraiment à s'y soustraire. Si j'ai bien compris, votre remarque est un peu derridienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a toujours rétention. Et je pense que moi, je suis d'accord, mais Michel Henry n'est pas d'accord. C'est-à-dire, pour lui, comme j'ai déjà mentionné, il y a un quai du comète, parce que nous avons Husserl et ses métaphores, qu'il y a le quai des comètes, n'est-ce pas, et il y a rétention qui sont derrière cette comète. Pour Michel Henry, on pourrait dire, il n'y a pas ces rétentions, c'est-à-dire il y a seulement ce que, sa tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous avons la situation où il n'y a pas rétention, il n'y a pas protension, c'est-à-dire qu'il y a résurrection sans rétention. C'est-à-dire c'est une sorte comment le dire, excusez-moi, c'est une sorte de hypothèse. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il faut croire pour comprendre. Je pense que c'est ça. Si vous voyez cette rétention et vous pensez que cette rétention existe, elle existe peut-être. Michel Henry le critique et il dit que non. Si nous avons la présence qui est vraiment la présence, silencieuse, etc., il n'y a pas rétention ou protension. Dans la résurrection non plus. Donc c'est une résurrection sans surrection. Je pense qu'il préférait de dire c'est résurrection originaire. Mais vous êtes déridienne aussi, en fait. Monsieur Semba. Mais si, juste j'ai à la fois une question puis une remarque qui s'intègre dans cette conversation, dans cette discussion. Alors je vais commencer par la remarque. Vous disiez, et à la fois à propos de l'œuvre d'art et à la fois à propos du christianisme, que vous aviez cette question de ne faut-il pas y croire pour pouvoir adhérer à la description. Et vous disiez, et d'ailleurs ce qui me gêne pour l'œuvre d'art, c'est moi au fond, si j'ai pas de rapport avec les œuvres qui sont dans les musées, les vieilles églises en ruine ou la peinture chrétienne, j'ai pas de rapport avec la vie. C'est la question de la culture de la vie. Et alors je pense qu'en fait les deux ne sont pas sur le même plan, c'est relativement hétérogène. Je pense qu'effectivement, que ce que décrit Henry, ce qu'il veut décrire, et ce qu'on peut quand même, je pense, lui accorder, c'est de faire une description extrêmement rigoureuse de l'auto-affection comme auto-révélation en un sens tout à fait neutre du point de vue de la foi. Et d'ailleurs, c'est l'affectivité qui est en jeu, c'est la souffrance, c'est ou la souffrance ou la jouissance. Et que ensuite,
que se pose à son propos la question de savoir qu'est-ce qui, dans le monde, est, comment dire, joint à ce qu'il y a de plus intense en termes d'auto-affection, et pourquoi est-ce qu'on va sélectionner certains phénomènes plutôt que d'autres. Et on va dire ça, c'est intense, et ça l'est pas. C'est une vraie question, mais au fond, ça se pose pour toutes les théories d'œuvres d'art. Est-ce que tout fait art? Qu'est-ce qui fait art? Qu'est-ce qui fait pas art? Bon. Tandis qu'à propos du christianisme, là, je pense que oui, et que ça, c'est la problématique de la dernière partie de l'œuvre d'Henri. Là, je pense que oui, il y a la question de savoir si le christianisme, c'est une nouvelle manière de décrire l'auto-affection, et que ça vaut description. Bon. Mais comme au fond, Descartes a pu servir à ça, Marx a pu servir à ça, et à la manière dont Henri fait les choses, ou si il faut adhérer à quelque chose qui est spécifiquement donné dans le christianisme pour venir au secours de la description phénoménologique, ce qui est nettement plus problématique. Et j'aurais le soupçon que oui. J'aurais le soupçon que oui. Et c'est lié à ce que vous disiez, vous, quand vous disiez, oui, mais la résurrection et l'insurrection, et vous posiez la question de la rétention. Mais je ne crois pas que ce soit une question de rétention. Je crois que c'est une question d'événement. C'est-à-dire que le retour, ou l'éternel retour, c'est pas pensé comme une rétention, c'est le statut de l'événement qui est en jeu, et qu'effectivement, une des choses que le christianisme apporte à la description phénoménologique henrienne, que sans doute, et on peut se demander si elle réussit à le produire par son propre geste, c'est le premier vivant, c'est-à-dire l'inauguration de la possibilité du premier événement. C'est-à-dire, pour que je puisse moi naître dans la vie, il faut un premier-né, il faut l'autre. Bon, et ça, on peut avoir l'impression que c'est non pas produit par la description henrienne, mais qu'il faut aller chercher dans le christianisme, parce que ça, c'est le Christ. Donc voilà, ça c'était le... Bon, voilà, cette manière de participer à ces discussions. Et puis il y avait juste une petite question, mais j'ai trop parlé, donc en une seconde, vous avez bien montré les points de convergence entre Maldinet et Henri, l'art, l'hépatique, l'événement. Vous avez bien montré le grand différent autour de l'immanence et de la vie, et de l'ouvert et de l'être. Mais l'intention, après avoir montré ces points de communauté, ces points de différence, quelle est l'intention qui vous guide vraiment dans cette recherche de confrontation? Pour simplement comprendre mieux, je pense Maldinet et Henri. Et parce que dans le premier exposé, qui était le vôtre, vous nous avez montré qu'on peut traiter la phénoménologie française comme une sorte de totalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est toujours une sorte de généralisations qui sont dangereuses, mais quand même, parfois, ils sont très pratiques. Et je voudrais aussi faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire récemment j'ai écrit un article sur le symbolisme dans l'art, mais vu par le prisme de la phénoménologie française. J'ai commencé à lire Maldinet et j'ai remarqué que peut-être c'est normal, mais quand même j'ai remarqué que quelques fragments sont très semblables à ce que je connais de Michel Henry. Et ces perspectives quand même sont différentes parce que nous avons le monde, nous avons l'ouvert, nous avons Dasein qui est extatique. Chez Michel Henry, c'est pas possible, n'est-ce pas? Mais en même temps, la description de l'art est vraiment extrêmement parfois identique même, j'ose dire. Et c'est pourquoi j'ai commencé à tirer, comment le dire, des conséquences de mes recherches à propos de la phénoménologie ou post-phénoménologie française. C'est-à-dire, comme j'ai déjà dit autrefois, il faut essayer de trouver des points communs pour construire cette sorte de construction qui est appelée par nous tous la post-phénoménologie française. Je pense que c'est ça.
que nous pouvons trouver l'autre qui est très important pour Maldiné. Pour Henri, c'est plutôt auto-affection de la vie, auto-révélation, etc. Mais quand même, pour moi, c'était très, comment le dire, très même utile. Parce que j'ai vu que quand même, certaines voix sont très, très pareilles. C'est ça. Mais à propos de ce que vous avez dit, excusez-moi, à propos de la question de monsieur, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire à propos de la christologie, ces remarques est vraies, mais à propos de l'art, la situation est plus complexe. C'est-à-dire que ces descriptions de l'art Michel-Henry, on peut les critiquer dans le détail, mais généralement, il y a cette sorte d'oscillation entre la vie et le monde. C'est-à-dire que cette description, parfois, simplement marche. Si nous cherchons l'affection, si nous cherchons la vie, si nous cherchons auto-affection, c'est Befindlichkeit, nous pouvons le trouver. C'est-à-dire que même si nous avons le contact avec l'art figuratif, si nous avons le contact avec l'art abstrait, pour moi, c'est évident que l'affectivité est très importante dans l'interprétation de l'art, n'est-ce pas? Dans le contact, dans la relation avec l'art. Et de plus, il y a une petite chose, c'est-à-dire, j'ai l'impression que pour Michel-Henry, ce n'est pas important si je suis new-yorkaise, si je suis polonaise, si je suis française, si je suis aborigène. Je suis capable de sentir une œuvre d'art, si c'est l'œuvre de Pollock, de Kandinsky, de Grunewald, de Rembrandt. J'ai l'impression que pour lui, ce qui compte, ce sont des affections, c'est-à-dire que l'intellect n'est pas tellement important, c'est-à-dire qu'un Arboricun est capable de sentir quelque chose de Grunewald. Ce ne sont pas peut-être les mêmes affects, mais quand même, ce sont les affects. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cela, c'est-à-dire que l'art est tellement enraciné dans la culture, disent certains penseurs, que ce n'est pas possible qu'un Arboricun est capable de sentir les tableaux ou la peinture de Grunewald. Pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire que peut-être il faut des recherches empiriques, c'est-à-dire il faut avoir un Arboricun, il faut avoir la peinture Grunewald. On va voir. Merci. Non, merci.